Professeur Didier Raoult, où en est-on dans l'évolution de l'épidémie, notamment liée au fait que le variant indien ou Delta se répande? Manifestement, c'est effectivement lui qui est en train de prendre le dessus. C'est-à-dire que c'est depuis quelques semaines, on est à plus de 90% de- des infections qui sont dues au variant indien ou Delta, comme vous voulez. Euh, le- il y a une reprise incontestablement euh, du nombre de cas qui est, euh, comme d'habitude, comme je sais de le dire depuis le début, sont des épidémies successives qui sont dues à des variants successifs. C'est bien qu'on prenne ça en compte et qu'on y réfléchisse parce que, encore une fois, moi je suis encore surpris de voir jusqu'à quel point ça a pu surprendre les gens qu'il y ait des variantes différentes. Par exemple, je me souviens qu'il y avait un journaliste qui essayait de me donner une leçon sur la poliomyélite, vous voyez, donc il ne savait pas que la poliomyélite arrêtait ces trois virus différents, c'est des variants différents. D'ailleurs, le seul qui représente maintenant un problème, c'est le variant vaccinal qui cause 90% des cas mondiaux actuellement. Donc, ça veut dire que il ne faut pas simplifier les choses sur les vaccins. On ne peut pas être entièrement contre ou entièrement pour les vaccins. Les réponses, la réflexion doit être adaptée aux risques et aux bénéfices pour les individus et pour la société. C'est toujours une question intelligente, le vaccin. Donc tous ceux qui ont des réponses oui-non à la question des vaccins sont des gens qui n'ont pas réfléchi. Donc moi, je vous donne un tas d'exemples de vaccins qui posent des problèmes et un tas d'exemples de vaccins qui devraient être faits en France depuis des décennies, qui ne sont pas recommandés pour des raisons qui non remboursées, pour des raisons qui m'échappent, comme la grippe chez les enfants, qui tue les enfants, hein, ou la varicelle, qui donne des centaines de milliers de cas. Voilà des choses dont on pourrait promouvoir la vaccination aussi et qui jouent un rôle. Donc il y a j'avais écrit un livre là-dessus qui va être remis à jour sur les vaccins. Les vaccins, il y a trop de passion dans les vaccins. C'est devenu maintenant un outil politique pour se disputer entre. Alors avant, c'est amusant. Avant, c'était la gauche qui était contre les vaccins. Donc moi, premier rapport que j'ai fait en politique, c'est en 92 pour que la France rembourse le vaccin contre la méningite et contre l'hépatite B alors qu'elle n'était pas, et ça me rendait furieux. Deuxième rapport que j'ai fait pour ce pays, c'est pour qu'on relance la vaccination contre l'hépatite B, qui en 1900, dans les années 2000, avait été arrêtée et avait entraîné une défiance colossale, qui était à chaque fois des erreurs de pouvoir politique. Hein, c'était pas... Et donc, il faut manier les vaccins avec beaucoup de prudence, il faut faire attention. C'est un sujet, depuis le début des vaccins, qui suscite énormément de craintes et de décision. Les gens ont l'impression d'être quelque chose parce qu'ils sont pour ou contre les vaccins. Et le camp auquel ils appartiennent change au fur et à mesure du temps, mais il y a beaucoup de gens qui sont toujours aussi acharnés pour et acharnés contre les vaccins. Et les vaccins ne méritent ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Voilà. Les vaccins, c'est un outil parmi d'autres, comme dans cette maladie. Voilà. Le vaccin, le variant indien est le variant qui est en train de prendre le dessus. Et donc, comme dans beaucoup de maladies, en particulier liées au virus ARN, eh bien, il y a des variants successifs qui donnent des épidémies successives. Et donc là, on est dans l'épidémie euh, de, du variant indien ou delta en fonction du fait que les uns et les autres ont envie de le nommer d'une manière ou l'autre. Est-ce qu'il y a des cas chez les vaccinés? Quelle est la gravité de ces cas vis-à-vis notamment des cas causés par d'autres variants pour des personnes non vaccinées? Alors, nous, actuellement, on a eu maintenant collecté ici un peu plus de 700 cas d'infection chez les vaccinés, ce qui fait à peu près 5% des cas. Mais il y a incontestablement une surreprésentation. Le vaccin, manifestement, marche moins bien avec le vaccin, avec le variant indien, Delta, qu'avec les autres vaccins, qu'avec les autres variants. Vous voyez là, par exemple, eh bien, il y a 15% des infections que nous avons actuellement qui sont associées aux variants indiens qui sont vaccinés.
Donc il y a 15% des gens qui viennent ici et chez qui on fait un diagnostic d'infection par un variant indien qui sont vaccinés. On le voit bien, d'ailleurs, on voit bien ce qui s'est passé en Angleterre ou ce qui s'est passé en Israël, parce que tout le monde a été vacciné et il y a des cas qui sont infectés et des cas qui sont infectés vaccinés. Le deuxième, d'une manière assez étrange, celui qui est le moins protégé, c'est un variant que nous avons appelé, nous, le Marseille 484-20A, c'est le deuxième, pour lequel il y a 13% des cas que nous voyons actuellement qui sont infectés par ce virus, mais qui, lui, circule 15 fois moins que le variant indien, donc il ne représente pas un très grand danger. Mais on voit que, par exemple, c'est alors qu'il y a eu beaucoup plus, bien sûr, jusqu'à présent, d'infections par le variant anglais, la proportion des vaccinés infectés par le variant anglais pendant la même période, hein, c'est pas avant que les gens soient vaccinés, pendant la même période, est de 5%. Donc ça protégeait mieux contre le variant anglais que ça ne protège et ça protégeait encore mieux sur ceux qui étaient avant le variant anglais, et ça protège moins bien sur le variant indien. Voilà. Et concernant la gravité pour l'instant, on a l'impression que c'est franchement moins grave, c'est-à-dire que pour 1100 cas de malades diagnostiqués, il y a une vingtaine de cas qui ont été hospitalisés, une dizaine de cas qui ont été en réanimation, et il y a eu, sur cette période-là que l'on examine, 0 mort. Donc c'est quand même, pour l'instant, ça nous apparaît, déjà, contrairement à ce qui avait été dit dans la littérature et puis dans la télévision, enfin, qui est comme ça, le variant anglais était moins sévère que ce que nous on appelait le Marseille 4, qui était le plus grand tueur des 4 grandes séries que nous avons eues. C'est-à-dire le premier chinois. Le variant 4 a tué plus, c'est ce qui a tué en octobre-novembre. La même population, mais plus. Le variant anglais a tué plutôt moins, et puis celui-là a l'air de ne pas tuer beaucoup. Voilà. Donc c'est la situation telle qu'on l'observe. Nous, pour l'instant, c'est juste un sous-ensemble, une petite partie de ce qui se passe dans le pays, mais c'est ce que nous on voit. Et ça corrobore ce que l'on voit par ailleurs, c'est-à-dire c'est plutôt une maladie moins grave, celle-là. C'est une maladie qui se manifeste beaucoup avec des pertes de l'odorat. Là, actuellement, c'est une maladie qu'on voit beaucoup chez les gens qui sont d'âge jeune et moyen, peut-être parce qu'ils sortent plus, ou peut-être parce qu'ils ont plus de contacts, ou peut-être parce que c'est l'été. L'année dernière aussi, on avait une poussée en été avec un autre variant, et il n'y avait eu aucun mort, peu d'hospitalisés. La partie de la population qui était touchée était aussi une partie de la population qui ne fait pas de forme très grave. Il y a une forme grave de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc il faut surveiller, il faut regarder, et puis... mais le danger, là, d'avoir une mortalité significative liée à ça est pour l'instant assez modeste. Que pensez-vous qu'il pourrait se passer à l'avenir avec les variants ? J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que peut-être que c'est ce que je vois jusqu'à présent, c'est que au fur et à mesure, depuis le 4, qui a été vraiment long, terrible, et qui a été un grand tueur qui s'est étendu de août jusqu'à maintenant, au moins jusqu'à juin, qui est ce variant qui est sorti de mon point de vue, de ce que j'ai vu, d'un élevage de visons. Celui-là, peut-être pour ça, peut-être qu'il il avait été sursélectionné dans les épidémies du vison. Celui-là représentait quelque chose qui était plus dangereux que ce que l'on avait vu avec le premier épisode. Maintenant, ce qu'on a vu avec le variant anglais, il y avait encore une fois la mortalité, les taux d'hospitalisation, de réanimation étaient plutôt plus bas, compte tenu de la longueur de cette épidémie, et la gravité était plutôt plus basse. Et là, on a publié ça aussi, hein. Et là, on a l'impression que, effectivement, à ce stade de l'infection, alors que c'est souvent au début que les choses s'accélèrent et que les maladies deviennent plus graves et plus contagieuses, on a l'impression que la maladie est plutôt moins grave que celle que l'on a vue avant. Si les choses, vous savez, j'ai horreur des prévisions, tout ce qu'on peut faire comme prévision, c'est de dire qu'il y a une tendance qui va dans ce sens, et si ça continue à aller dans ce sens, il est possible que
ça ressemble à un moment à un autre à ce qui se passe avec les virus qui sont les plus proches, c'est-à-dire les rhinovirus, c'est-à-dire qui donnent des formes qui sont sévères chez les gens qui ont des problèmes de santé par ailleurs ou qui sont très âgés, qui peuvent circuler un peu toute l'année avec différents variants, mais qui n'obèrent pas de manière significative l'espérance de vie. On vous accuse, certaines personnes vous accusent de judiciariser la science. Qu'en pensez-vous? Oui, comme d'habitude, c'est de l'intoxication auquel je suis familier. J'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit pour des raisons scientifiques. Je suis complètement idiot. Je passais ma vie à avoir des controverses scientifiques parce que quand on fait de la science à un certain niveau et qu'on découvre des choses, il y a des controverses, tout ça est naturel, ne me choque pas. Il y en a d'autres. Après, en revanche, je pense que ça suffit de m'insulter du matin au soir, de m'accuser de faire des faux témoignages, il faut que ça s'arrête. Encore une fois, les gens contre qui je porte plainte, c'est soit des gens qui nous harcèlent sans arrêt, soit des gens qui, vous savez, l'histoire de Madame Bic, moi, on a 200 heures de travail pour répondre à l'ensemble des choses qui ne veulent rien dire. Hein. Et ça prend 200 heures de travail pour regarder ce qui a été dit, pour dire que c'est pas vrai, pour dire que ça n'a pas de sens. Donc qui va payer ces 200 heures de travail qui ne servent à rien que à essayer de ternir ma réputation? C'est pas une querelle scientifique. Madame Bic n'est pas un médecin qui fait des essais thérapeutiques pour avoir des opinions aussi tranchées. Donc c'est pas son métier, elle ne fait pas de science depuis des années. C'est pas une querelle scientifique. Les querelles scientifiques, elles sont bienvenues. Ça fait partie de la science, les querelles scientifiques. Donc ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, chaque fois que j'ai pu, j'ai essayé de promouvoir le débat scientifique et les querelles scientifiques parce qu'elles font toujours progresser. Mais le harcèlement, c'est autre chose. Quand il y a d'autres données qui font partie du dossier d'instruction. On verra bien, d'ailleurs. Moi, je crois en la sagesse de la justice. S'il s'agissait d'une querelle purement scientifique, la justice y mettrait le holà. Mais enfin, quand les collègues vous traitent de charlatan, c'est une insulte, c'est plus une querelle scientifique. Donc, sinon, je ne comprends rien à ce qu'est une querelle scientifique. D'accord ? C'est des insultes. Donc, moi, comme je n'ai pas l'impression qu'il y ait actuellement un contre-pouvoir capable de me protéger, d'accord? Moi, je n'ai pas entendu le ministre de la Santé, ni le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dire, écoutez, vous ne pouvez pas insulter vos collègues comme ça, en public, en permanence, il faut vous calmer. Je ne l'ai pas entendu. Si je l'avais entendu, ça se serait arrêté, et puis je n'aurais pas besoin, moi, de porter plainte. Donc, quel est le contre-pouvoir, normalement? Vous savez, les sociétés démocratiques sont basées sur des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le président de la République, le gouvernement, propose des lois, les fait appliquer. Et puis, il y a le monde législatif qui propose des lois, qui les modifie. Mais là, le monde législatif, sa distinction par rapport au monde exécutif, pour l'instant, je ne la vois pas. Et puis ensuite, il y a la justice. C'est Montesquieu qui disait ça. C'est vieux comme... c'est toute l'histoire des Lumières dont tout le monde prétend la connaître. Et puis depuis, s'est instauré une forme de quatrième pouvoir. Mais là, le quatrième pouvoir, moi, je ne vois pas qu'il soit balancé entre des gens qui une approche d'un côté, une approche de l'autre, un débat contradictoire. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il y a l'exécutif, le législatif, et après, sont tous du même bord, du même côté. Les gens ne sont pas là pour dire, écoutez, non, arrêtez, ceux qui le disent sont des marginaux dans cette histoire-là. Et donc, il faut bien faire intervenir ce qui est le seul contre-pouvoir actuel, qui est la justice. Il faut bien qu'il y ait des gens de l'extérieur de ça disent, écoutez, est-ce qu'il se fait là, est-ce que c'est encore dans le cadre de la loi? Est-ce qu'on peut encore insulter les gens à ce point? Est-ce qu'on peut raconter des folies comme ça? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Le fait que je sois un scientifique et que ce soit quelqu'un qui n'est pas un scientifique ou qui est un médecin qui m'insulte ne lui donne pas le droit ni de m'insulter, ni de me menacer de mort, ni... Enfin, attendez, je suis un humain comme les autres, et le fait que je sois un scientifique, ça ne veut pas dire que les autres scientifiques ont le droit de ne pas appliquer la loi me concernant. Donc on parle de la loi, là. On ne parle pas de transformer les juges en juges de qui a raison, qui a tort dans la science. On parle de la loi, donc les seuls faits sur lesquels je m'appuie
et sur laquelle la fondation qui a le devoir de défendre les membres de la fondation s'appuie, c'est vous avez transgressé la loi à ce propos-là. C'est pas une question de science. Vous êtes complètement fou ou une malveillance absolument terrible pour imaginer que je vais porter plainte parce que les gens sont d'accord ou pas d'accord avec moi scientifiquement. C'est ridicule. Mais j'ai droit, moi, à la loi, comme tout le monde. J'ai droit à être protégé, comme tout le monde. J'ai droit à la justice, comme tout le monde. Et c'est pas parce que je suis pas scientifique que d'un coup, mon droit à la justice a disparu. Enfin, il y a des gens qui ont porté plainte contre moi auprès du procureur. Vous vous rendez compte de ce qui m'arrive? Je suis harcelé par le nombre de plaintes, d'insultes. Il faut que ça s'arrête. Et la seule manière pour que ça s'arrête, il faut que les gens qui me harcèlent prennent un risque à me harceler. Et ce risque, c'est la justice, puisque je vois qu'il n'y a que moi qui suis harcelé. Moi, je ne crois pas que les gens qui m'insultent comme ça reçoivent une lettre du ministère en disant « Arrêtez de harceler M. Raoult, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Que le conseil d'ordre, normalement c'est le conseil de l'ordre qui fait ça. Vous n'avez pas le droit de médire, ça s'appelle la confraternité, vous n'avez pas le droit de médire d'un collègue en public en disant « Voilà, ce médecin-là est complètement fou, il est cinglé ». Enfin, c'est le rôle, mais on a l'impression qu'avec cette espèce de déluge, tout ce qui a été mis en place pour permettre de réguler les relations humaines et ne pas dépasser la mesure a sauté. Voilà. Tout ça, tous ces barrages ont sauté. Mais attendez, on ne peut pas vivre dans un monde dans lequel on s'acharne sur les gens comme ça en leur disant en plus vous n'avez pas le droit de vous défendre. Enfin, on ne peut pas faire ça. Surtout que, réellement, moi je conseille à tous ces gens qui s'irritent beaucoup là, de venir voir à Marseille. Vous savez, comme il y a un quart de la population qui s'est fait tester ici, qu'il y en a 42 000 chez qui on a fait un diagnostic et 35 000 qu'on a traité. Moi, les gens, vous savez, les politiques peuvent venir tester leur popularité à côté de nous, hein, pour savoir, parce qu'eux ont vu ce qui se passait. Et donc, eux, ils savent ce qui s'est passé. Ce n'est pas des journalistes parisiens, là, hein, c'est des Marseillais qui ont été malades. Ils ont tous quelqu'un dans leur famille qui a été traité ici, qui a été testé ici. Donc, je vois bien que nous, on n'invente pas les données. Hein. Les données, on les a, on sait combien on est mort, combien de gens ont été traités. Et donc, bien entendu, pour eux, moi, vous savez, je vais avoir 69 ans et demi. Ma carrière derrière moi, hein, on fiche un peu ce que les gens pensent. Mais on ne peut pas avoir un outil de cette nature-là qui a rendu ce service de cette nature-là, non seulement à cette ville, mais à ce pays, même s'il tarde un peu à s'en rendre compte, mais au monde entier. Moi, je reçois des lettres du monde entier qui me disent « Écoutez, c'est bien que vous rétablissiez. Quel est le rôle du médecin ? Qu'est-ce que doit attendre un malade de son médecin ? Est-ce qu'un malade, il doit juste attendre qu'on fasse des essais thérapeutiques payés par l'industrie pour pouvoir avoir une issue ? Attendez, mais il y a je reçois des courriers, des centaines de courriers qui me remercient. Donc, je ne peux pas, d'un côté, me laisser insulter sur tous les médias par les collègues, mais mes collègues d'ici se font pénaliser pour les promotions au niveau du CNU. Ils sont complètement blacklistés. D'accord ? Mais attendez, il faut arrêter de nous faire la guerre. Il faut arrêter de nous faire la guerre. On est des gens qui avons aidé, on a soigné des gens, on a sauvé des gens. On a aidé. D'accord ? Et qu'il y ait un tel acharnement à empêcher les gens d'aider est une chose qui est inouïe et pour laquelle, bien entendu, il faudra bien que la justice donne son avis parce que c'est le seul contre-pouvoir encore en place. Merci beaucoup.